Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du numérique pour tous. Et aujourd'hui, un numérique pour tous spécial musique et numérique. Alors que les plateformes, mais aussi l'intelligence artificielle et le métaverse sont en train de révolutionner la création et la distribution musicale, jusqu'où les innovations technologiques vont bouleverser la création et qui seront les artistes de demain, à quoi ressembleront les concerts dans un avenir imminent et jusqu'où nos artistes seront toujours protégés par le droit d'auteur. C'est ce que nous tenterons de comprendre avec nos invités. Le numérique pour tous spécial musique et numérique, c'est parti et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et aujourd'hui, un numérique pour tous spécial musique et numérique avec un grand témoin d'exception puisque nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Michel Jarre sur le plateau du numérique pour tous. Jean-Michel, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Donc vous êtes un pionnier dans le domaine de la création et de l'expérience musicale, devrais-je dire. Vous avez commencé à explorer la musique dès votre plus jeune âge et vous avez étudié la composition au Conservatoire de Paris. La plupart d'entre nous ont en tête l'album emblématique Oxygène, qui signe l'utilisation des synthés et qui a ouvert la voie de la musique électronique, qui a mêlé et qui a fait fusionner différents styles et genres musicaux. Et vous êtes également connu pour vos performances spectaculaires en plein air, avec notamment un concert à Paris sur le parvis de la Défense où vous avez réuni plus d'1 million de personnes. Bref, vous êtes... Même deux. Deux, d'accord, ok. C'est pas très grave. Alors on compte plus. Autant pour moi, on compte plus, exactement. Bon, bref, aime. vous êtes un pionnier de la musique électronique, une star, un rôle modèle majeur pour de nombreux artistes contemporains. Et ce que j'ai envie de vous demander pour commencer, Jean-Michel, c'est qu'entre l'utilisation de la technologie et la création d'expériences hors normes avant l'heure, vous-même vous dites, vous avez été visionnaire quand vous regardez ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Non, moi, j'ai pas d'avis sur mon propre chemin, mais je pense que on a eu trop tendance souvent en France et en Europe à séparer la culture de la tech. Et en fait, la technologie dicte les styles. C'est parce qu'on a inventé le violon que Vivaldi a fait la musique qu'il a faite, qu'on a inventé la caméra, qu'on a Fritz Lang, Godard ou Tarantino, et pas l'inverse, parce qu'on a inventé on a créé justement les instruments électriques ou électroniques que des gens comme moi et comme d'autres font la musique que nous faisons aujourd'hui. Donc on voit bien que les deux sont extrêmement liés et que aujourd'hui plus que jamais. Alors, ce qu'on appelle la numérisation, c'est-à-dire la mise à disposition de la musique sur Internet, a eu un impact assez profond sur l'industrie musicale. Dans quelle mesure il y a une véritable révolution de votre point de vue qui s'est opérée ? Alors, moi j'ai eu la chance de vivre jusqu'à maintenant 3 moments de disruption. Le premier, c'est le début de la musique électronique, si on parle de musique, c'est-à-dire le fait de pouvoir faire de la musique avec des instruments qui n'étaient pas des instruments traditionnels, les instruments acoustiques, mais en fait des instruments qui étaient issus soit de le fait d'aller enregistrer des sons de la vie et d'en faire de la musique. Soit de sons qui sont issus d'oscillateurs, de filtres, qui étaient en fait issus au départ de machines qui venaient de la radio d'ailleurs, et c'est quelque chose qui est né en France. On a souvent on oublie de le dire avec le groupe de recherche musicale qui était lié au service public et qui est vraiment la musique électronique, électroacoustique est née en France et en Europe et en Allemagne également. Le deuxième, c'est effectivement l'avènement de l'ordinateur, et le troisième, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire le développement et l'émergence des mondes immersifs, et évidemment l'intelligence artificielle, c'est-à-dire métavers et intelligence artificielle qui vont évidemment modifier notre vie en tant que citoyen, mais évidemment en tant que créateur, qui nous offre à la fois une manière totalement différente de réfléchir et de composer la musique ou de concevoir une création, et en même temps aussi un moment complètement révolutionnaire du point de vue de l'audience et du public que nous sommes également. Alors avec cette musique qui est mise à disposition presque gratuitement ou à faible coût en ligne, il est quand même plus difficile pour les musiciens de se rémunérer comme avant. Est-ce que vous avez été entre guillemets victime de cette évolution ou là-dessus aussi, comment avez-vous vécu cette transition ? On a été les premières victimes, le monde de la musique, et ensuite suivi par malheureusement la presse, le cinéma, avec le fait que on a les Américains, avec le fait d'avoir à la fois le contrôle de ce qu'on appelle à la fois des tuyaux et du soft power, c'est-à-dire du contenu. On réussit finalement à imposer de manière assez insidieuse au public
mondiale le fait que la culture devrait être gratuite comme l'air qu'on respire. Et aujourd'hui, quand on parle de musique, pendant la crise du Covid, on a dit mais c'est extraordinaire parce que, enfin c'est extraordinairement dramatique du fait que à cause du Covid, les musiciens ne peuvent plus gagner leur vie en faisant des tournées. Je rappelle quand même que énormément de musiciens n'ont pas les moyens d'aller sur scène, n'ont pas envie nécessairement ou ne le peuvent pas. Et donc la musique doit être rémunérée. Et je pense que l'intervenante suivante sur le plan du droit aura l'occasion d'en parler encore plus que moi. Maître Hoffman, qu'on écoutera dans quelques minutes. Sur le fait que effectivement la différence entre une page blanche et une page remplie, on peut aimer plus ou moins le contenu de la page remplie, mais cette activité-là, elle a une valeur en soi, ce qui n'a rien à voir avec le fait de décliner ce qu'on a fait sur une scène ou sur Internet ou ailleurs. Donc effectivement, il y a eu un vrai sujet qu'on a en Europe, grâce à nous, grâce à la France et à l'Europe, réussi à rééquilibrer partiellement, mais aujourd'hui la chance et l'opportunité que nous avons, c'est que ce moment de disruption qui nous permet, qui justement va être en train de faire naître des nouveaux moyens de communication, des moyens d'expression, est une opportunité pour nous les Français et les Européens sinon d'imposer, mais enfin de pouvoir définir dès maintenant une législation et un système de règles qui permettent de protéger les auteurs dans le monde entier. Comme on en disait tout à l'heure en attendant d'être dans votre studio, on en parlait. Je pense que la chose qui est extrêmement importante à reconnaître, c'est que la France a toujours été pionnière en matière de propriété intellectuelle et de droit. Et que tout ce que nous faisons, notamment dans le domaine de la culture, sur le plan de la propriété intellectuelle, a un effet domino vis-à-vis des pays émergents, vis-à-vis le monde entier nous regarde. On est une référence sur certains domaines, effectivement. Absolument. Faut le dire. Et ce que nous faisons a un impact direct sur l'Afrique, sur les pays émergents, sur les États-Unis, sur la Chine. Et donc on a une vraie place et un vrai rôle à jouer, une vraie responsabilité. Et aussi. c'est maintenant, tout à fait. Jean-Michel, j'ai envie de vous demander, quand on pense technologie et notamment en ce moment à l'intelligence artificielle générative, parce qu'on en parle beaucoup, on se dit que ça peut produire des miracles, mais c'est pas aussi en train d'atrophier la création quelque part, parce qu'avant on pouvait merger du Jean-Michel Jarre avec du Mozart, demain on va merger du ChatGPT avec du ChatGPT. Comment vous voyez un petit peu cet avènement? Alors il y a toujours, devant la technologie, on a toujours l'être humain a toujours une attitude dystopique, on a toujours peur en se disant hier c'était mieux, demain ça sera pire. Moi j'y crois, mais non, parce que probablement on ne fera pas partie les uns et les autres du futur, sûr. Et donc on a une vision toujours a priori un peu sombre du futur. Je pense que la technologie est neutre. L'IA, encore une fois, il est urgent de réglementer. Parce que ce que je disais il y a peu de temps, ce qui différencie la démocratie du chaos, ce sont les règles. Les règles, c'est la liberté. Donc, en matière d'IA, il est urgent de réglementer. Ceci étant, en ce qui concerne les créateurs, ce qui est extrêmement... Pour moi, l'IA est une sorte d'amplificateur de mon inspiration. C'est-à-dire que, au fond, une idée musicale, une idée qui est... Moi, quand j'ai une idée, par définition, c'est une idée qui va me surprendre parce qu'elle est inattendue, parce qu'elle vient de manière apparemment inattendue. Mais elle vient d'où cette idée? Elle vient finalement de mon propre big data personnel, qui est ma culture, ma mémoire, mes amis, mon environnement, et qui fait que je moissonne de manière inconsciente dans toutes ces informations pour faire naître cette idée. L'IA, c'est exactement la même chose. Donc ça peut et ça doit être un super collaborateur. Et c'est d'ailleurs en ce moment, par rapport au projet sur lequel je travaille, notamment avec Vroom, Louis Cacciutolo, qui interviendra tout à l'heure, justement avec ces outils et c'est en fait une opportunité de plus pour la création. Donc je n'ai absolument pas peur de l'intelligence artificielle, au contraire. La collaboration entre artistes, c'est quelque chose d'important. On voit de plus en plus de featuring ou d'associations. Pour vous, la technologie est justement un moyen qui va permettre certains rapprochements et des créations inédites? Vous en servez aujourd'hui? Bien sûr, moi, depuis plusieurs années,
Je travaille avec au quotidien avec, par exemple, des assistants de production qui sont à Los Angeles ou qui sont au Canada ou en Chine. Le dernier concert que j'ai fait dans le métavers avec Vroom, on avait toute une équipe, aussi bien des gens qui étaient en Russie avant malheureusement le début de la guerre, des Italiens, des Américains, des Anglais, et on travaille de manière totalement en synchronisme. Rien ne remplace effectivement le fait, par exemple, de faire cette émission en présentiel, tous ensemble, plutôt que par écran interposé. Mais il ne faut pas non plus penser que c'était en même temps un énorme avantage. Donc il faut un juste équilibre, et je pense en tout cas dans mon travail, c'est ce que j'essaye d'avoir. Jean-Michel, un avant-goût de votre prochain défi? On peut parler de quelque chose pour nos auditeurs? Défi, je ne sais pas si on peut parler de défi en matière en ce qui me concerne, en tout cas, moi je suis assez curieux. J'ai toujours je pense la fraîcheur du débutant avec ce que ça comporte à la fois d'inconscience et d'innocence, j'espère, qui fait qu'on a envie et que j'ai envie de moissonner, de continuer à avancer avec des projets, effectivement, des projets dans le métavers sur le plan justement des différents projets de concerts que nous avons d'ailleurs avec Vroom, et Louis Cacciutolo qui interviendra tout à l'heure, et puis aussi beaucoup de projets sur le plan de la musique. Je suis en train d'ailleurs de travailler sur un grand projet musical qui est en collaboration avec des algorithmes d'intelligence artificielle, et tout ça est tout à fait excitant, et je pense que les artistes aujourd'hui, on ne le dit pas assez, ont beaucoup de chance. C'est une période, les périodes de disruption sont toujours très bonnes pour les artistes, parce qu'en fait un léger chaos est toujours très providentiel pour les artistes, parce qu'ils peuvent se glisser justement et trouver des accidents. La création, elle naît d'accidents, elle naît de moments de disruption, etc. Et donc on est en plein dans un moment comme celui-là, et donc je pense que les jeunes artistes ont beaucoup d'opportunités, il faut les saisir. Merci beaucoup Jean-Michel, on reste connecté alors pour vous écouter très prochainement. Restez avec nous, chers auditeurs, dans quelques instants nous découvrirons à quoi ressembleront justement les concerts de demain, et nous tenterons de comprendre si nos artistes sont finalement toujours aussi bien protégés par le droit d'auteur. Le numérique pour tous spécial musique et numérique, ça continue dans quelques instants, et c'est sur Sud Radio. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et tout de suite, dans ce numérique pour tous spécial musique et numérique, j'ai le plaisir de recevoir le créateur de concerts numériques, Louis Cacciutolo. Louis, bonjour. Vous êtes président de l'agence Vroom, avec 2 R et 2 O, je tiens à le préciser. Une agence événementielle qui crée des concerts dans le métaverse, ces univers où l'on découvre, en mettant un casque de réalité virtuelle, des univers insoupçonnés. Alors, avant de commencer, j'ai envie que vous nous fassiez rentrer dans cet univers que tout le monde ne connaît pas, ou dans l'un de vos univers. Louis, racontez-nous tout ça. Je vais essayer d'être clair. Merci pour cette question, parce qu'effectivement, pas mal de gens se demandent ce que c'est encore que le métavers, parce que tout le monde n'est pas équipé, par exemple, de casques de réalité virtuelle. Entre autres, le métavers ne s'arrête pas là. En gros, le métavers, c'est tout ce qui est au-delà de l'univers physique et qui permet aux gens, en fait, dans des mondes numériques, de se connecter en tant qu'avatar, de se rencontrer, d'interagir avec des objets dans des mondes en 3 dimensions. Ça peut être des jeux vidéo, ça peut être des plateformes de réalité virtuelle sociale, comme la plateforme que nous sommes en train de lancer, dont nous sommes en train de préparer la version bêta qui sera lancée en septembre prochain. Ça peut être beaucoup de choses, et en fait on se rend compte que entre Fortnite, Roblox, VRChat Engage et tous les jeux vidéo qui existent déjà depuis plusieurs années, le métavers est déjà présent. C'est juste que la réalité virtuelle et les concerts que nous proposons sont des concerts immersifs, et donc on propose une dimension supplémentaire qui est la possibilité non seulement plus d'être devant un écran, mais d'être à l'intérieur de l'écran en tant qu'avatar et d'y rencontrer ses amis pour pouvoir vivre des moments ensemble. Alors expliquez-nous, parce que justement vous dites vivre des moments ensemble, c'est ce moment qui est un peu magique quand on est dans un concert où on est tous en train de vibrer à l'unisson devant un artiste. Comment on fait pour reproduire cette sensation avec un casque de réalité virtuelle ? Alors en fait déjà, le casque de réalité virtuelle, même s'il est parfois décrié parce qu'il donne l'impression vu de l'extérieur que c'est quelque chose d'un petit peu autiste ou au moins enfermant, alors qu'en fait pas du tout. Une fois qu'on
qu'on chausse le casque, si je peux dire, on est dans un univers donc en 3 dimensions et on rencontre des gens qui sont également sous la forme d'avatar et qui nous paraissent tout à fait proches, et on oublie immédiatement qu'il s'agit d'avatar. En fait, il y a quelque chose qui se passe. Le cerveau humain, je pense, est une machine exceptionnelle qui permet, en fait, qui n'arrête pas de nous leurrer. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup le terme de réalité virtuelle parce que déjà c'est un oxymore, en passant un petit clin d'œil à Jean-Michel et son dernier album. Mais la réalité virtuelle, c'est vraiment la réalité, en fait, n'existe pas. Notre cerveau interprète tout. On voit pas les couleurs de la même façon, on ne sent pas les mêmes odeurs, etc. Et en fait, notre cerveau donne une logique à tout ce qui nous entoure pour que nous puissions continuer à vivre et à prospérer. Et en fait, dans la réalité virtuelle, c'est la même chose. À partir du moment où on met un casque, le cerveau commence à essayer de se dire: bon, je vais m'adapter à cette situation. Donc, qu'est-ce que je fais dans une situation nouvelle? J'essaie de trouver une logique à tout. Et en fait, on se rend compte qu'en quelques secondes, on a l'impression d'y être. Et on oublie totalement qu'on n'est plus dans la réalité. Et c'est ça la magie. Il y a une dimension presque, paradoxalement, socialisante. C'est-à-dire que vous pouvez voir le concert d'un artiste qui va ne passer qu'à Paris, alors que vous êtes à New York. Donc ça, c'est le côté positif du métaverse. Mais est-ce que ça veut dire que les artistes vont devoir intégrer dans leur plan de promotion une dimension métaverse et une dimension physique? Ou comment vous voyez un petit peu les choses par rapport à ça? Alors nous, c'est un petit peu notre but chez Vroom, c'est de pouvoir justement établir des ponts entre le monde physique et le monde réel. On est là parce que on croit au fait que la technologie va pouvoir non plus isoler ou séparer 2 types d'événements ou 2 types de concerts, mais pouvoir étendre les possibilités et pouvoir justement faire rejoindre ces 2 mondes, le virtuel et le physique. J'étais propriétaire d'une salle de concert et d'un théâtre pendant plusieurs années, et mon rêve a toujours été justement de pouvoir permettre à cette salle et permettre à ma programmation et aux artistes que je programmais de rencontrer le plus grand nombre de publics possible. Ce qui était impossible dans un lieu physique très limité. Donc là, vraiment, avec la réalité virtuelle et avec les métavers, on arrive justement à dépasser et faire exploser ces limites et établir des ponts entre les deux mondes. C'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. Alors, est-ce que ça veut dire que quand votre plateforme sera prête, nos auditeurs pourront se connecter à la plateforme et découvrir les artistes dont vous assurez la promotion? C'est un peu comme ça que ça va se passer? Absolument, mais pas seulement. C'est-à-dire que les opportunités, non seulement sont là pour nous en tant que studio de production, puisqu'on était studio de production avant de devenir maintenant un créateur de plateforme. En tant que studio de production, nous pourrons y produire les artistes pour justement commencer à proposer du contenu au public, mais surtout la deuxième version qui arrive en septembre, elle, de cette plateforme, permet à n'importe qui, en fait, à n'importe quel créateur de contenu, de l'héberger et de créer en quelques clics son propre univers et d'y rencontrer. Concert, alors. Oui, de créer son propre concert. Et surtout de monétiser, parce qu'on rejoint ce que Jean-Michel Jarre disait tout à l'heure, on rejoint ce souci constant qu'on a de redonner à l'artiste la place principale qui devrait lui être réservée. Et au lieu que ce soit un tas d'intermédiaires qui se servent sur le dos de la bête, on dirait, c'est permettre à l'artiste de rencontrer directement le public et de monétiser directement avec ses créations. Donc concrètement, vroom2r2o.fr ou .com, et si on se sent l'âme d'un artiste, on peut y aller et puis monétiser sa création en proposant une véritable expérience. Alors c'est vroom.world et c'est une application qu'il faut télécharger. Alors évidemment, on est toutes les indications sur notre site, mais c'est une application qu'on peut télécharger effectivement pour pouvoir dès le mois de septembre créer son propre univers et rencontrer son public. Excellent, merci beaucoup Louis. Et pour terminer cette émission, nous allons essayer de comprendre si nos artistes, oui, c'est ceux qui sont le plus importants dans l'histoire, sont toujours aussi bien protégés par le droit d'auteur. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Maître Emmanuel Hoffman, avocat spécialisé dans la propriété intellectuelle. Emmanuel, bonjour. Bon, on l'a entendu au travers toute cette émission, la technologie est en train de révolutionner la création musicale. Et aujourd'hui, notamment, l'intelligence artificielle permet de créer de la musique, des textes. Et pour commencer, j'ai envie de vous demander à qui appartient une œuvre créée par de l'intelligence artificielle ? C'est la grande question du moment. C'est la grande question du moment, surtout qu'aujourd'hui, les textes ne sont pas encore en adéquation, évidemment, avec les avancées technologiques. Nous sommes nous-mêmes créateurs de droits et nous suivons ces technologies. Il faut donc qu'on se rattache à ce qui existe aujourd'hui et le droit d'auteur protège une création intellectuelle humaine. C'est l'humain
qui va être ensuite soit titulaire des droits et pourra les commercialiser, soit évidemment attaqué s'il porte atteinte à d'autres droits. Donc il faut un cadre juridique. Aujourd'hui, cela dépend en fait des IA. Si on interroge aujourd'hui... Des intelligences artificielles. Pardon, voilà, des intelligences artificielles. Donc aujourd'hui, si on interroge directement ChatGPT, dont je pense tout le monde aujourd'hui a entendu parler, la réponse qui est faite par ChatGPT, c'est en général, les droits de propriété intellectuelle sont détenus par l'entité ou l'organisation qui les a développés. Donc on a besoin de contrats. Le contrat, c'est une protection et donc cela dépendra effectivement du cadre juridique et du contrat. Alors concrètement, c'est la plateforme ou c'est l'artiste justement qui a une responsabilité dans cette histoire? Alors ce sera celui qui va l'exploiter. Donc contractuellement, il faut être extrêmement vigilant pour éviter effectivement d'être ensuite attaqué en contrefaçon par le titulaire de droit, puisque nous sommes, là pour protéger les artistes. Et je vais faire une simple parenthèse de cocorico pour la France, et ce que disait Jean-Michel Jarre tout à l'heure, c'est qu'en France, on est très avant-gardiste, et on est vraiment en avant-garde pour la protection des auteurs. Mais Maître, j'ai envie de vous demander, quand par exemple un créateur va s'inspirer justement d'un autre créateur qui a une notoriété internationale en lui prenant quelques notes de musique, est-ce qu'on parle de plagiat ou alors il est dans son bon droit et il a la possibilité de le faire? Alors il y a une règle qui est l'inspiration illicite. Heureusement, puisqu'il y a des modes, il y a des tendances et tout le monde peut s'inspirer. La limite, c'est la création, c'est l'originalité, c'est le fait d'être à l'origine d'une œuvre. Donc, ce qu'on va devoir analyser, c'est si ce qui a été repris n'est que de l'inspiration, il y a quelques notes de musique, mais on s'en éloigne, ou si effectivement il y a une reprise de manière quasi identique de l'œuvre. Lorsque j'interroge encore, j'ai beaucoup travaillé avec ChatGPT aujourd'hui, concernant notre invité. Et il me répond, si vous souhaitez utiliser ou reprendre la musique de Jean-Michel Jarre, je vous recommande de vous référer aux lois des droits d'auteur et de demander son autorisation. Donc même ChatGPT vous dit qu'il faut effectivement reconnaître les droits d'auteur. Ça n'est pas nouveau dans l'IA. Il y a quelques mois, Ed Sheeran, que tout le monde connaît, a été poursuivi aux États-Unis par les héritiers de Marvin Gaye concernant une de ses œuvres. Et pour se défendre, il a expliqué qu'il y avait effectivement quelques notes de musique, mais que l'intégralité était sa propre création. Et il est même venu à l'audience avec sa guitare pour montrer au juge qu'il y avait sa création. Donc, et il a gagné devant les tribunaux. Alors j'ai envie de vous poser la même question que celle que j'ai adressée à Jean-Michel. Pour vous, est-ce que l'intelligence artificielle favorise la création ou vous avez le sentiment qu'elle l'atrophie ? Moi, je pense que la technologie est au service de l'humain et non l'inverse. Et qu'on a une véritable responsabilité sociétale de défendre l'humain et de défendre la création. Donc, elle va aider. Je pense que la technologie est au service de la création, mais il faut être extrêmement vigilant. Ça n'est pas la première fois que c'est arrivé. Lorsque l'appareil photo est arrivé dans la vie, et j'étais pas encore née, les peintres se sont dit, c'est fini. Il sera beaucoup plus simple de prendre une photo et d'avoir une reproduction à l'identique, et donc il n'y aura plus de peinture. Or, on voit aujourd'hui qu'il y a toujours de la photographie, il y a toujours de la peinture. Donc, il faut être à côté de la technologie, se servir de la technologie. Par contre, il faut un cadre juridique qui est absolument essentiel. Et je vais d'ailleurs saluer, parce qu'il y a des interventions et des associations qui sont extrêmement humaines, notamment l'association Métaverse Art et Culture, qui est présidée par Dominique Lévy, qui vise notamment à pousser les institutions publiques et privées comme les musées à créer des expériences immersives. On parlait de concerts immersifs, il y a dans les musées des expériences également immersives qui permettent aussi de protéger les artistes. Donc, c'est une question de balance, d'équilibre. Lorsqu'on est juriste, on prend une balance et on prend un équilibre. Donc la technologie, oui, au service de l'humain et non l'inverse. Maître, pour conclure, imaginons que je sois un artiste et que j'ai un avatar qui a réalisé un concert dans le métaverse et qui a utilisé mon style et mes chansons. Vous pourrez me défendre ? Évidemment. Évidemment, ça fait 35 ans que je défends les créateurs et les créations, quelles qu'elles soient. Nous devons nous suivre les évolutions technologiques. Le seul bémol pour nous juristes, c'est qu'il y a un effet retard.
entre la technologie, malheureusement la contrefaçon, la loi et ensuite l'application jurisprudentielle. Donc, on a des méthodes aujourd'hui. Vous parliez tout à l'heure de plateformes. S'il y a un concert, contrefaisant dans le métaverse, on va faire un signalement auprès de la plateforme pour demander une interdiction et on pourra saisir effectivement les tribunaux pour demander également et des dommages et intérêts et une interdiction. On a des moyens juridiques. Là aussi, je disais, nous sommes des créateurs de droit. On n'a pas des notes de musique, on a des codes. On a, nous, le code de la propriété intellectuelle et on va devoir s'adapter. Il y a quelques semaines, dans un domaine analogue, la société Hermès a voulu défendre ses marques et notamment son sac iconique, le Birkin, qui avait été repris sous forme de NFT aux États-Unis. Ils ont initié une procédure devant le tribunal de New York et obtenu des dommages et intérêts et une interdiction. La loi n'a pas changé, mais nous avons notre droit aujourd'hui qui peut aujourd'hui s'appliquer à ces nouvelles technologies. Donc, le métaverse n'est pas le Far West. On doit faire extrêmement attention, justement, pour éviter d'attendre la loi. Il faut anticiper. Merci beaucoup, Maître Hoffman. 30 secondes pour conclure, Jean-Michel. Il y a beaucoup de tendances qui sont en train d'émerger. Vous avez été à l'origine de beaucoup d'entre elles. Dans les prochaines années, vous voyez plutôt quoi ? De la fusion de quel type de sonorité ou Je dirais, pour essayer de résumer tout ce que nous avons pu dire, qu'il y a dans la musique seulement 12 notes dans la musique occidentale et qu'il y a eu des millions de chansons et des millions d'œuvres, de chefs-d'œuvre et de choses moins intéressantes aussi qui ont vu le jour. Donc on a encore beaucoup à faire, quels que soient les instruments qu'on utilise. Et donc moi je suis extrêmement optimiste pour l'avenir. La technologie vient toujours pour nous surprendre et nous aider. Et c'est bien d'en parler au micro de Sud Radio. Merci beaucoup Jean-Michel, Louis, Emmanuel pour vos éclairages passionnants. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve toute la semaine en podcast et sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.